Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de Delubal Software. Bonjour Damien, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Bonjour Cosmo. Alors, on va commencer. Alors, dans ce webinaire aujourd'hui, nous allons voir quelques nouvelles fonctionnalités dans les logiciels RFM6 et RHTAM9. On va également voir d'autres fonctionnalités, des nouvelles fonctionnalités dans les programmes autonomes ou dans les modules de Delubal Software. Donc pour ce webinaire, je serai donc votre présentateur, Damien Tonnet. Il y aura également Monsieur Cosmacea qui sera présent tout au long du webinaire et qui pourra notamment répondre à vos questions via le chat. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées à la version FM6. Je serai là pour vous répondre. Alors, pour poser vos questions, vous pourrez passer via l'interface dédiée de GoToWebinar en passant ici. Dans la partie questions, vous pourrez directement rédiger vos questions et les envoyer. On pourra y répondre directement via par écrit ici, ou bien également, s'il y a des questions que vous souhaitez nous envoyer directement, vous pouvez les envoyer à info@delubal.fr et on pourra y répondre par mail plus tard, ou bien vous recontacter, ou si vous avez besoin d'échanger, vous pourrez toujours nous recontacter au numéro qui vous sera indiqué à la fin de ce webinaire. Donc on va commencer. Hop. Et donc aujourd'hui, on va d'abord regarder, voir certaines nouvelles fonctionnalités dans les logiciels RFM6 et RHTAM9. On regardera dans un second temps les fonctionnalités qui sont là dans les modules et les programmes autonomes. Et puis on finira sur des fonctionnalités qui sont en cours de développement et qui arriveront très prochainement sur les logiciels de Delubal Software. Donc, parmi les nouvelles fonctionnalités, on va avoir notamment au niveau de RFM la possibilité de définir des libérations nodales, des libérations linéiques et surfaciques. Donc, c'est certaines fonctionnalités qu'on avait déjà dans RFM 5, mais on va avoir notamment des nouveautés là-dessus, avec ici des définitions de conditions de liaison entre éléments qui pourront être réalisées. Vous allez par exemple pouvoir libérer des barres, des surfaces ou des solides par rapport à une ligne dans le cas d'une libération linéique, par rapport à des nœuds dans le cas des libérations nodales ou par rapport à des surfaces dans le cas des libérations surfaciques. Aussi, dans ces libérations, vous allez avoir des fonctionnalités de non-linéarité qui seront disponibles. Donc là, vous pourrez par exemple définir qu'une liaison est fixe si vous avez un effort n négatif, si vous avez un effort de cisaillement négatif positif. Vous pourrez définir de la friction. Donc on aura différentes non-linéarités possibles à ce niveau-là. Alors pour vous montrer la définition des libérations, notamment des libérations linéiques, on va passer sur RFM. Et donc ici, on va passer sur un petit exemple de structure. Donc ici, un modèle simple pour une ébauche de structure, avec ici une structure poteau-poutre-bois. Ici, on a défini une surface. Alors cette surface-là, on est sur une surface en multicouche pour définir une composition CLT. Donc on verra aussi que c'est une nouveauté disponible actuellement dans RFM6. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir définir la liaison entre le panneau, le plancher et nos poutres. Donc hop, ici, on a nos poutres ici qui supportent notre plancher. On va vouloir définir une liaison qui ne sera pas une liaison rigide. Par défaut, si vous ne définissez pas ces libérations ou si vous ne définissez pas d'articulation, vous aurez une liaison rigide. Là, ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est définir une libération linéique. Donc, les libérations linéiques, vous avez dans les objets spéciaux ici, les libérations nodales, les libérations linéiques, les libérations surfaciques qui sont disponibles ici. Donc là, on va pouvoir définir une libération linéique. Et ici, on va définir un type de libération. Donc là, on va pouvoir préciser les degrés de liberté.
Donc là, ici, on va libérer UX, UY. On peut venir renseigner une raider. Si on a une raider par rapport à des connecteurs à renseigner, on peut la mettre ici directement. Et ici, on va pouvoir, si besoin, définir des non-linéarités. Donc là, on a des possibilités de non-linéarité par rapport aux efforts de cisaillement, par rapport ici à l'effort normal le long de l'axe X. Donc là, vous avez aussi le petit schéma qui vous explique par rapport à la ligne, on va libérer une surface par rapport à la ligne. Donc là, c'est ce que nous, on va faire. On va libérer la surface de notre plancher par rapport aux lignes qui appartiennent aux barres. Voilà, on va rester comme ceci. Et après, on va regarder avec les options de non-linéarité. OK. Et ici, on va libérer la surface 1 qui est celle-ci. OK. Et maintenant, on va avoir besoin de l'assigner, d'assigner nos libérations linéiques au modèle. Et donc là, ici, on va faire une sélection directement en lasso. Hop. Là, on sélectionne toutes les lignes qui appartiennent en fait initialement aux lignes de contour de notre surface et aux lignes de nos barres. Et en créant la libération, on va venir dissocier la ligne d'origine qui sera celle des barres et on va créer une nouvelle ligne qui sera associée au contour de surface. Et on aura une liaison avec les définitions de raider entre la ligne d'origine et la ligne générée. OK. Ici, on a la schématisation ici de la libération linéique, donc une petite enveloppe qui s'affiche. Et maintenant, on va pouvoir lancer le calcul. Donc dans ce modèle-là, on a défini 4 cas de charge, le poids propre, une zone de charge 1, 2 et puis 3. Alors, on peut calculer ici. On va s'intéresser qu'à ce cas de charge pour cet exemple. Et ici, on va avoir nos résultats comme ceci. Donc ici, on a libéré aussi dans l'articulation, dans la libération, pardon, les rotations, ce qui fait que là, on réduit aussi les effets de torsion du panneau de plancher sur les poutres en périphérie. Donc là, ce qu'on va avoir comme effet de torsion, ça va être lié au comportement du modèle global, mais on aura plus directement d'effet de torsion réinjectés, par exemple, par le plancher, si on regarde les moments de torsion, ici. Et si on regarde ici, bon, on a le comportement du modèle global. Ce qu'on pourrait essayer, c'est de regarder ce qui se passe maintenant si on définit une non-linéarité. Donc là, par exemple, on a 5,2 mm de déplacement au max. Ici, on a défini, à savoir qu'on a défini une raider, donc toutes nos barres ici sont liées, on a une liaison avec une raider entre la surface et les barres, ici. Et si je viens modifier notre définition de libération et que je viens rajouter une non-linéarité, on pourra avoir aussi un comportement non linéaire si c'est nécessaire dans l'étude de nos modèles. J'ouvre les données par rapport au type de libération. Et ici, on va mettre un encastré si VZ est négatif. Donc là, ça va aussi dépendre par rapport à l'orientation des axes locaux des lignes. OK. Et puis là, on va relancer le calcul. À ce niveau-là. Donc là, on peut voir qu'en définissant la non-linéarité, en appliquant une charge ici, on va avoir un effet de soulèvement sur les autres travées, puisqu'on a un effet de bascule ici qui se fait sur cette poutre-là. Et donc là, on a un effet de soulèvement qui sera considéré.
Donc, on aura possibilité avec les libérations linéiques de venir considérer soit des comportements linéaires, soit également des comportements non linéaires via cette définition de non-linéarité. OK? Et au niveau des résultats, donc on a déjà intégré au niveau des résultats l'option d'affichage ici des résultats, et vous aurez également les résultats graphiques qui seront par la suite disponibles dans les tableaux. Donc vous pourrez dans les prochaines mises à jour également visualiser directement les résultats d'efforts ou de déplacement dans les libérations linéiques, qui sont aussi aujourd'hui disponibles dans les articulations. Donc là, les articulations qui sont entre surfaces. Donc là, un autre type de définition qui sont les articulations linéiques. Mais ça, on pourra revenir dessus dans un prochain webinaire. Donc voilà pour cette première nouveauté au niveau des types d'éléments dans RFEM6. On va également avoir les options d'affichage de différence de résultats par rapport à un état initial. Donc là, ici, ça pourrait être utile, par exemple, pour afficher, si on fait un modèle, c'est un exemple ici, ça peut avoir une utilité dans le cas où on aurait un modèle avec un modèle de sol. On a une structure qui vient s'appliquer sur ce modèle de sol, donc sur ces solides, et on veut voir l'effet de tassement, par exemple du sol, par rapport à la présence de notre structure. Donc là, on pourra faire afficher la différence de résultat entre l'état initial où on a le sol seul et puis l'état où on vient rajouter notre structure. Donc ça ici, on va pouvoir le visualiser et voir notamment du coup la notion de tassement dans le modèle. Ici, donc dès que vous allez pouvoir définir en fait un état initial à considérer, on va pouvoir jouer avec cet affichage, le résultat finaux et l'affichage de la différence par rapport à l'état initial. Donc ici, je vous montre juste, on a ici défini deux combinaisons de cas de charge ici, et pour ces combinaisons, on a considéré un état initial. Donc dans cet état initial, ici, on a considéré le cas de charge CC3 qui correspond au poids propre de sol. On a ensuite un cas CC1 où c'est le poids propre structurel et un cas CC2 où là on a tout ce qui est pression, on a la pression hydrostatique qui s'applique à la cuve. Donc ici on a un modèle, si je masque les résultats de cuve en béton, ici, et on a défini une composition de sol. Ce qui nous intéresse ici, c'est de voir au niveau des résultats, si je regarde la déformation, ok, je vais masquer le maillage, ici, et ici on peut visualiser donc notre modèle, et ici on va regarder les résultats finaux, et là on peut regarder la différence par rapport à l'état initial. Donc là ici, ça va nous permettre de voir notamment l'effet de tassement qu'on peut avoir. Donc là on voit qu'avec la présence de la structure seule, sans la pression hydrostatique, on a un tassement ici, un déplacement de 0,9 mm ici, donc c'est assez négligeable. Pour ici, un déplacement global ici avec la présence du sol, ici on a 8,5. Donc là ici on peut voir la différence entre les deux résultats et l'effet de tassement par rapport à la présence de notre structure. Donc là c'est aussi également une fonctionnalité qui est nouvelle et au niveau de RFEM6. On va également avoir dans les fonctionnalités, alors là plutôt des raccourcis avec, par exemple, si on cherche à zoomer et à centrer une partie du modèle au niveau de la fenêtre, on va pouvoir utiliser une nouvelle fonction qui est le zoom via le lasso. Donc via le lasso du clic droit de la souris, on va pouvoir faire un lasso dans une zone et automatiquement RFEM ou RStab va vous recentrer le modèle par rapport à cette zone sélectionnée.
On va également pouvoir voir ça dans le modèle. On a aussi l'animation des déformations qui est disponible. Donc là, je vais repasser sur RFEM et ici, je vais revenir sur, pourquoi pas, le précédent modèle. Ici, et donc ici, tout d'abord, par rapport à la fonction lasso, vous pouvez déjà zoomer avec la molette de la souris. Et vous pouvez maintenant zoomer directement en faisant un lasso via le clic droit. Donc, ça veut dire que si je fais un lasso ici, via le clic droit, automatiquement, il va recentrer la zone du lasso au milieu de ma fenêtre et ce qui me permet d'isoler rapidement, de voir rapidement la zone qui m'intéresse. Donc vous avez maintenant la possibilité d'utiliser le lasso. Donc soit vous utilisez la souris pour zoomer, soit s'il y a vraiment une zone qui vous intéresse, on peut zoomer via le lasso directement. Donc lasso, clic droit. Et ensuite, la mise en animation, ici par exemple des déformations, on va pouvoir, ici on a le petit schéma pour la partie vidéo, et donc là on peut mettre en animation notre modèle, notre déformation. Voilà à ce niveau-là. Alors, on continue avec les autres fonctionnalités. On va également avoir à présent la possibilité d'enregistrer comme version le modèle. Donc, au cours de la construction du modèle, on peut avoir besoin de sauvegarder le modèle comme une version. Ce qui voudrait dire que par la suite, on pourra rouvrir ce modèle-là, cette version du modèle, quand on le souhaite, pour pouvoir repartir, par exemple, d'une version initiale et recréer une autre variante du modèle. Donc ça, on va voir justement en quoi cela consiste. Vous pouvez également gérer la partie sauvegarde automatique au niveau du logiciel. Donc là-dessus, vous allez avoir la possibilité de choisir l'intervalle de temps entre lesquels vous faites vos sauvegardes de façon automatique. Donc ici, par exemple, sur ce modèle-là, on a, si je retourne dans les données de base pour avoir accès à l'historique du modèle, on va avoir ici l'historique. Et puis ici, on voit que on a des historiques avec des fichiers qui nous indiquent en fait que ici, on est sur des versions. Donc là, ici, moi, j'ai indiqué qu'ici, on était sur la structure pot-au-poutre. Ici, on est sur la partie plancher CLT. Donc ici, on a rajouté la partie surface plancher CLT. Et ici, j'ai rajouté les charges. Donc si je rouvre la partie structure pot-au-poutre, je vais pouvoir retrouver l'état du modèle au moment où je l'ai sauvegardé comme une version. Donc là, ici, c'est le modèle à l'état où j'ai sauvegardé uniquement avec ma structure pot-au-poutre. Donc pour cela, il suffit simplement de faire fichier et enregistrer comme version. Et automatiquement, vous allez sauvegarder, vous allez avoir une sauvegarde du modèle comme une version et que vous allez pouvoir rouvrir. Donc là, on voit que c'est une nouvelle version, un nouveau modèle qui est ouvert. Et après, si je veux, je peux l'enregistrer sous pour pouvoir créer une nouvelle variante de mon modèle. Mais ça nous permet ici de garder, de conserver plusieurs versions dans un seul et même modèle qui peuvent être ouvertes individuellement. Et par rapport aux sauvegardes automatiques, je reviens dessus, vous avez ici, dans les paramètres de RFEM ou de RSTAB, la possibilité ici de gérer la partie sauvegarde. Et pour les sauvegardes automatiques, ici, par défaut, ici, on est à 60 minutes, mais vous pouvez régler l'intervalle de sauvegarde, de temps de sauvegarde, comme vous le souhaitez. Vous pouvez également choisir de faire des sauvegardes du modèle après chaque calcul, si besoin. Donc là-dessus, vous avez la main sur cette partie-là. Parmi les nouvelles fonctionnalités, on a également l'affichage des résultats graphiques en isolignes, avec également possibilité d'afficher les informations sur les isolignes. Et donc là-dessus, on va pouvoir visualiser ça peut-être également dans RFEM sur le modèle initial, ici. Si on affiche notre modèle avec, par exemple, l'affichage en isoligne, alors je vais juste masquer les charges,
je peux passer sur la partie résultats. Et ici, alors, dans RFM6, vous avez la zone inférieure de la partie résultats, où vous avez tout ce qui est réglage graphique. Ici, on va pouvoir, donc réglage graphique pour l'affichage des résultats. Et ici, on va pouvoir régler, par exemple, avec l'affichage en isoligne et avec les valeurs de résultats dessus. Donc, ce qui va vous permettre ici aussi d'avoir les informations sur les résultats par rapport aux isolignes affichées. Ensuite, vous aviez également, on a ajouté la possibilité de prise en charge de la souris 3D. Donc, si jamais vous utilisez les souris 3D dans vos logiciels de dessin, vous pouvez à présent l'utiliser également dans RFEM ou RStab. Donc là-dessus, ça vous permet d'utiliser la souris 3D qui va vous permettre de vous déplacer, de zoomer ou de modifier l'affichage de la vue du modèle dans RFEM. Et vous pourrez utiliser donc la souris 3D d'une main et dans l'autre main, travailler avec la souris normale pour faire des modifications ou agir sur le modèle directement. Le PDF, vous l'aurez également à la fin de ce webinaire, il sera téléchargeable. Donc vous aurez également les liens raccourcis qui seront disponibles pour pouvoir accéder aux informations sur le site. On a également rajouté la possibilité de créer des diagrammes de calcul. Donc là-dessus, vous pouvez créer plusieurs diagrammes de calcul selon différents types de résultats, que ce soit des déformations, des efforts internes, des forces d'appui. Ensuite, vous pourrez également exporter ces données-là, donc récupérer les données de valeur, ou bien exporter les diagrammes pour documenter par exemple le rapport d'impression ou simplement imprimer les courbes au niveau des diagrammes de calcul. Donc pour cela, ce sera simple. Vous avez directement dans la partie navigateur une rubrique dédiée à la création des diagrammes de calcul. Donc là ici, on est sur un exemple d'une poutre, d'un poteau par exemple, avec une charge de compression ici, et puis vous avez aussi une charge horizontale en tête de poteau. Et ici, on a déjà défini donc quelques diagrammes. Vous avez ici donc la rubrique diagramme de calcul qui est disponible. Parmi ces diagrammes, alors juste vérifier, oui, j'ai les résultats qui sont disponibles. Donc là, si on regarde un premier diagramme qui a été défini, ici, on a un diagramme avec une analyse statique sur le cas de charge CC1. Et ici, on regarde un diagramme qui dépend ici des incréments. Et ici, on a les déplacements. Donc là, on a les déplacements par rapport aux incréments qui sont affichés au niveau de la courbe. Vous avez également un autre diagramme. Donc là, on est sur une analyse de stabilité par incrément. Donc là, ça va dépendre par rapport aux différents cas que vous avez définis ici. Donc là, notamment dans les cas de charge, on a différents réglages. Et là, pareil, on est sur les incréments avec les déformations. Et là, si on souhaite, on peut créer un nouveau diagramme. Et par exemple, ici, je vais rester sur la partie analyse statique dans le CC1. Et ici, je vais faire un diagramme par rapport à les déformations globales du modèle dans la direction UX, par exemple. Si je regarde par rapport à la tête de poteau, donc par rapport à UX, ici, et je vais définir mon nœud de référence. Et puis ici, je vais prendre en référence mes nœuds force d'appui. Je vais prendre PZ, par exemple. Et ici, je prends le nœud à la base. Et donc là, je peux sortir un diagramme qui dépend ici de mes déplacements et de mes forces d'appui en PZ. Donc là, ici, vous avez possibilité de définir différents types de références pour vos diagrammes au niveau des résultats à utiliser. Ces résultats, ces diagrammes, vous pouvez ensuite donc directement consulter les tableaux, les exporter vers Excel si besoin. Puis après, vous avez également le diagramme qui est affiché ici, qui est disponible. Vous pouvez consulter. Vous pouvez également l'envoyer au rapport, directement sortir un PDF. Donc là, vous avez différentes options aussi par rapport au rapport d'impression, par rapport au diagramme que vous avez généré. OK.
Ok. Et donc là, par rapport aux méthodes, ici, vous aviez le calcul de charge critique ici, avec la méthode de stabilité, d'analyse de stabilité qui était ici disponible. C'est pour cette raison que vous aviez deux cas au niveau de la partie diagramme de calcul 1 et diagramme de calcul 2 à ce niveau-là. Ensuite, parmi ces fonctionnalités, vous avez aussi, peut-être que vous l'avez peut-être déjà vu, parmi certaines fonctionnalités qu'on a déjà présentées avant, on a des nouveaux types de nœuds. Et parmi ces nouveaux types de nœuds, on a également les types de nœuds barres et nœuds sur les barres et nœuds sur les lignes. Et là, on a un ajustement de type de nœud qui se fait de façon automatique. Donc là, ici, si vous allez sélectionner, par exemple, sur ce modèle où on a défini des barres, mais où on a créé, alors on a fait exprès de redéfinir des nœuds type standard, donc on a un code couleur sur les types de nœuds. Donc ici, on est sur une plateforme, par exemple, et ici, on a des nœuds en rouge, c'est tous des nœuds standards. Donc si je double-clique dessus, on est sur un nœud standard. Vous avez différents types de nœuds ici. Nœud entre deux nœuds, nœud entre deux points, donc entre deux coordonnées du modèle, entre le nœud sur la ligne et le nœud sur la barre. Donc là, ici, automatiquement, maintenant, quand vous dessinez, ils vont se changer automatiquement en nœud sur la ligne ou nœud sur la barre, quand ils détectent que vous avez une barre. Et également, si là, par exemple, vous changez les nœuds en nœud sur la barre, automatiquement, il va détecter les barres associées pour pouvoir les convertir. Donc là, on voit qu'on a un changement du code couleur. On est passé avec un code couleur bleu clair ici. Voilà, on voit un peu également. Si je double-clique dessus, il m'est bien passé en nœud sur la barre. Il a détecté la barre à laquelle il doit être associé et la position le long de la barre. La position le long de la barre, elle est en pourcentage par défaut. Vous pouvez aussi l'afficher en unité métrique, en unité de longueur. L'intérêt ici d'utiliser des nœuds sur la barre ou des nœuds sur la ligne, quand vous avez des surfaces, voilà, c'est que là, le nœud, je peux rapidement le repositionner. Si par exemple, là, si j'ai 75, bon, admettons, c'est pas forcément ce qu'il faudra faire ici, mais je passe à 25% par rapport à la position du début de la barre. OK. Ici, je repositionne automatiquement le nœud à la position souhaitée. Et là, les barres à se connecter se réajustent automatiquement par rapport à leur position. Donc là, ici, directement, avec ces nœuds-là, on va pouvoir réajuster les positions comme on le souhaite à ce niveau-là. Et donc voilà, au niveau de cette fonctionnalité-là. Aussi, aujourd'hui, quand vous allez travailler, tracer des éléments, qui détecte que vous tracez des éléments sur des barres, il va vous convertir les éléments en nœuds sur les barres ou en nœuds sur les lignes. OK. Je repasse sur le PPT. Ici, on a vu pour les nœuds, on a aussi des nouveaux types pour les barres avec le type de barre modèle surfacique. Alors ce type de barre, il va nous permettre de conserver un élément type barre, mais pour le calcul, de considérer qu'on transforme cet élément barre en plusieurs éléments surfaciques. Ce type de barre va aussi permettre de considérer les ouvertures dans les barres. Donc on va voir, on a plusieurs types d'ouvertures. On peut aussi définir la position où on le souhaite. Et ensuite, on pourra donc consulter les résultats soit au niveau des barres, ou sinon, ce qui sera aussi intéressant, c'est de regarder ce qui se passe au niveau des éléments surfaciques et après faire des analyses de contraintes directement sur le modèle surfacique. Ce qui permettra après, avec les modules d'analyse contraintes déformation ou bien également avec le module stabilité de structure, de faire des analyses plus détaillées sur ce qui se passe au niveau de l'âme, par exemple, de notre poutre, par rapport au voilement possible local, aux analyses de stabilité, des éléments avec des ouvertures au niveau de l'âme. Donc ça directement en modélisant une barre.
Donc ça, on va voir justement comment procéder dans RFM6. Et à ce niveau-là, on va pouvoir passer, donc ici on a créé une barre, donc une section en I, une poutre sur deux appuis, elle est chargée avec une charge linéique uniforme ici, et ici on va directement changer le type de barre. Ici je vais pouvoir changer pour un type modèle surfacique, et on peut voir que en choisissant le modèle surfacique, on a aussi des options qui n'étaient pas disponibles avant, qui s'activent, avec notamment la possibilité de considérer des ouvertures de barres. Je vais le cocher ici, et je vais déjà valider pour qu'on puisse voir ici la barre modélisée. Donc là, c'est une barre, et là, on a une fonctionnalité ici, un raccourci qui nous permet de transformer en fait le visuel de la barre en modèle surfacique. Et là, maintenant, on peut voir notre modèle surfacique. On a des éléments rigides aux extrémités qui permettent de considérer la continuité au niveau de la section ici. Et ici, on va pouvoir considérer à présent les ouvertures. Donc là, ici, je reviens sur la barre. Je vais dans la partie donc ouverture de la barre et on va venir définir les ouvertures. Donc ici, on peut créer des nouvelles ouvertures. On a différents types d'ouvertures possibles. Des ouvertures rectangulaires. Hop, je vais me mettre à 0,5 mètres. Rectangulaires, circulaires, des ouvertures hexagonales. Moi, je vais rester sur circulaire, par exemple. Ici, je vais pouvoir renseigner le diamètre. Alors là, on a l'affichage graphique qui nous permet d'avoir des informations par rapport aux positions, par rapport aux cotes. Ici, on peut aussi afficher le modèle global, notre modèle de barre. Ici, je peux voir l'ouverture qui est représentée ici. Donc, en fonction de la position que je vais indiquer là, hop, je vais avoir aussi l'affichage graphique qui se réajuste, ce qui permet de visualiser ce qu'on fait avant de valider définitivement. Alors, définitivement, on pourra toujours revenir dessus, mais avant de valider et de quitter la fenêtre, on a la visualisation de nos réglages. Ici, je vais pouvoir passer sur un diamètre de 300, par exemple. Et on peut également repositionner l'ouverture par rapport à la hauteur de la poutre. Donc là, on est positionné au centre par rapport à l'axe neutre. OK. Je peux également, si j'ai d'autres ouvertures à considérer, je peux rajouter par exemple une autre ouverture, par exemple à 1 mètre, ici, et je peux la visualiser. Donc on peut créer autant d'ouvertures que l'on souhaite au niveau, le long de la poutre, à ce niveau-là. Celle-ci, j'en ai pas besoin, c'était pour vous montrer. Et ce que l'on peut également, c'est faire des ouvertures multiples. Donc là, ici, on peut, par exemple, dupliquer cette ouverture. Et là, on va faire l'ouverture, on va la copier 13 fois avec un décalage de 0,5 mètres toujours. Et donc là, on a 13 ouvertures à ce niveau-là. Je peux valider. Maintenant, on a la mise à jour de notre ouverture, de notre poutre au niveau du visuel. Et là, je suis toujours avec le visuel de ma poutre de type barre. Et là, je peux basculer avec le modèle surfacique et visualiser les ouvertures, le modèle. Là, on a bien des surfaces qui sont représentées. Ici, on peut voir aussi que par rapport à la charge que l'on a définie, on voit qu'on a des zones qui ne sont plus chargées. Initialement, la charge que l'on a définie sur la barre était positionnée à son axe neutre. Donc là, en fait, ce qu'il a fait quand il reconvertit en poutre de type modèle surfacique, il conserve la charge appliquée à son axe neutre, et comme à un niveau de l'axe neutre, on a fait des ouvertures, il y a des zones qui ne sont plus chargées. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est venir réajuster en fait la position d'application de la charge. Pour cela, on va faire un excentrement de la charge et on va la positionner sur la face supérieure au centre. OK. Et maintenant, dès que je vais repasser en modèle surfacique, voilà, ici on voit qu'on a bien récupéré notre charge uniforme le long de la barre. Ici, je vais pouvoir lancer le calcul pour qu'on puisse voir ce que cela donne en résultat. Et donc là, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir visualiser directement tout ce qui est contrainte dans les éléments surfaciques entre les ouvertures à ce niveau-là.
Donc là, je peux regarder la partie déformation globale du modèle, ici. Et puis après, au niveau des éléments surfaciques, on va pouvoir regarder par exemple les contraintes ici, von Mises, et visualiser la distribution des contraintes dans les éléments surfaciques. Et donc après, pour une vérification à ce niveau-là, il y aura aussi la possibilité de travailler sur une analyse de contraintes via le module contraintes déformation. Et puis pour regarder la partie stabilité, de prendre en compte aussi une analyse avec le module stabilité de structure. Vous avez également la vue en perspective. Alors je vais venir dessus juste après pour vous montrer. Donc j'en profite pour continuer, je reviendrai sur la vue en perspective. Parmi les autres fonctionnalités que l'on va avoir, on a également intégré la possibilité de définir de faire une division de surface via les lignes d'intersection. Donc là, vous pourrez donc définir des lignes d'intersection et à partir de là, venir couper vos surfaces, diviser vos surfaces via ces lignes d'intersection. Vous avez également accès au chapitre du manuel en ligne directement en utilisant la touche raccourci F1 du clavier qui vous permettra d'ouvrir rapidement le manuel en ligne si vous avez besoin de rechercher des informations au niveau du manuel. Donc juste, je reviens sur la partie perspective. Vous avez les affichages ici qui sont disponibles et on a rajouté l'affichage en perspective ici qui est disponible. Donc là, qui pourra peut-être être utile pour les rendus graphiques au niveau des modèles pour illustrer le rapport d'impression. Donc là, vous avez la possibilité de passer en mode caméra en perspective ou de rester avec l'affichage standard. Au niveau des surfaces, donc si vous souhaitez faire des divisions de surface, on va pouvoir le faire. Alors je vais venir créer une surface ici. Une nouvelle surface. On va définir une surface plane. Je vais rester sur le matériau qui m'est proposé. Et je vais... Alors, il faut que je passe peut-être par là, puisque j'ai pas encore tracé ma surface. Ok. Donc là, je passe directement par la fonction pour tracer une surface en définissant une zone rectangulaire ou carrée. Ok. Et ici, cette surface-là, je vais venir définir des lignes qui vont venir la traverser, la couper, et qui vont me permettre de venir définir après, de faire ma division de surface. Donc ça peut être des lignes simples, des lignes droites, ça peut être des arcs, ça peut être des splines. Donc là, hop, on peut partir de là. Je vais définir un autre nœud ici. Ici. Et puis, également, hop, on va passer ici. Et je valide ma spline. Là, ici, on peut voir que par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport aux lignes, automatiquement, ici, il m'a transformé mes nœuds en nœuds sur les lignes, puisqu'il a détecté qu'elles étaient sur des lignes. Là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir diviser les lignes de contour. Pour cela, on peut utiliser la fonction connecter, donc diviser les lignes et barres au niveau des points d'intersection. Là, maintenant, mes lignes de contour sont divisées. Et au niveau de la surface, on va pouvoir utiliser la fonction clic droit, diviser la surface. Et à présent, on a deux surfaces à ce niveau-là. Okay. Donc là, on a bien deux surfaces. Alors après, vous pouvez, par exemple, parmi les fonctionnalités, on a déjà vu ça dans d'autres webinaires, vous avez aussi la touche contrôle qui vous permet, lorsque vous déplacez un élément, de venir copier, quand vous maintenez la touche contrôle, quand vous glissez un élément, de venir copier l'élément. Voilà pour la fonction diviser à ce niveau-là. Si vous avez besoin d'aide pour avoir plus d'informations sur un élément, par exemple là on est dans les surfaces, on va pouvoir appuyer sur la touche F1 du clavier. Alors c'est ouvert sur mon autre écran. Et là j'ai accès tout de suite
au manuel avec les informations sur les surfaces qui sont possibles. Donc là, le manuel RFEM 6 qui est disponible tout de suite en ligne. Donc ça directement via le clic droit. OK. Vous avez également, parmi les fonctionnalités qui ont été ajoutées à RFEM 6, ça va être les intersections des surfaces courbes ou planes et les intersections au niveau des solides. Donc pour les surfaces, on a un nouveau type de surface qui est le type de surface coupée. Vous avez également donc là qui vous fera des intersections entre plusieurs surfaces courbes. Vous allez également avoir des nouveaux solides avec des solides de type trou et de type intersection qui vont vous permettre de créer des solides avec des formes complexes pour définir des zones perforées ou des usinages spécifiques sur certaines pièces. Donc là-dessus, on va pouvoir travailler avec ces nouveaux types de solides. Donc là, je vais pouvoir passer directement sur un exemple de modèle solide. Et ici, donc, on a un nouveau type de solide. Initialement, on avait un solide qui était, hop, je vais passer ici. Donc, je vais revenir sur le solide initial. Donc, vous avez des nouvelles fonctionnalités par rapport à ces nouveaux types de solides. Et donc, initialement, nous avons ce solide ici, qui est tel quel. Et ensuite, en utilisant les nouveaux types de solides trous, on vient en fait faire évider le solide initial, le solide standard, et ces solides trous vont nous permettre à la fin d'aboutir. Donc ici on a en gris foncé les solides de type trou, et au final, quand on déduit les zones de perçage, les trous du solide, on arrive à cette pièce-là. Donc ça va nous permettre ici de créer des formes un peu plus complexes au niveau des solides. Et également, ensuite, vous pouvez utiliser ce résultat, ce solide final, pour du calcul. Donc là, c'est ce que l'on a fait. On a rajouté au niveau du perçage ici un axe que l'on est venu charger. Et ensuite, on va pouvoir visualiser les résultats. Donc là, il y avait déjà les résultats. Donc je vais juste afficher par exemple les déformations. Et donc là, on peut visualiser les déformations au niveau du solide. On peut également visualiser les contraintes dans le solide. Voilà là-dessus, nouvelle fonctionnalité avec les solides de type trou. Vous pouvez également aussi utiliser les solides de type intersection. Par rapport aux surfaces, on va avoir donc les surfaces avec les intersections de surface qui seront disponibles. Donc là, on a par exemple des formes tubulaires qui ont été créées. Donc là, on est sur des surfaces quadrangles dans notre modèle. Et là, on va souhaiter créer l'intersection entre nos tubes, nos surfaces. Et donc là, il suffit juste de faire un lasso, sélectionner les surfaces, et dans la partie surface, venir diviser via les intersections. Nos surfaces vont se changer, on n'est plus sur des surfaces quadrangles comme initialement, mais on est parti sur des surfaces maintenant coupées, avec le type de géométrie coupée. Et ici, après, on peut faire ce que l'on souhaite. On peut venir modifier. Par exemple, ces lignes-là ne m'intéressent plus. Et puis, ici, je vais pouvoir vérifier mon maillage. Alors, je suis sur un maillage un peu gros, je vais réduire le maillage. Je fais OK, appliquer. Et là, maintenant, on va pouvoir faire l'étude sur notre modèle avec les gueules de loup qui ont été créées. Donc, les connexions, les liaisons, les intersections un peu complexes avec des formes complexes, vous pouvez donc les créer. Et ensuite, faire votre étude, vos calculs à ce niveau-là. Ok, donc là, la déformation. Et ensuite, vous avez également, donc, par exemple, si on regarde les efforts internes ou bien après les contraintes, vous pouvez visualiser ces différents résultats dans le modèle. Donc là, on a bien les liaisons qui se font et les intersections qui se font. Je reviens sur celui-ci. Pour l'autre actualité, au niveau des fonctionnalités qui ont été rajoutées, c'est les déplacements de plan de coupe.
vous pouvez à présent déplacer directement graphiquement dans le modèle la position du plan de coupe, un peu sur le même principe que ce que vous avez dans Airwin, pour ceux qui ont déjà vu le fonctionnement sur Airwin des plans pour l'affichage des résultats. Donc là, ici, on va pouvoir, quand vous créez un plan de coupe, donc vous les avez dans la partie objet repère, les plans de coupe. Donc là, j'en ai un ici. Je vais pouvoir, ici, donc j'ai mon plan de coupe qui est référencé par rapport au plan XY. Je vais faire OK et activer. Et là, j'ai la position de mon plan de coupe qui est visible, qui est affiché. Et ce plan de coupe-là, on va pouvoir directement, graphiquement, le déplacer comme on le souhaite à ce niveau-là. OK. Hop, je reviens sur le modèle. J'ai glissé un peu bas. Ici. Et donc là, on va pouvoir, de façon fluide, déplacer le plan de coupe graphiquement dans notre modèle. Voilà pour cette partie-là. Vous avez également, parmi les différentes fonctionnalités, la possibilité maintenant d'assigner graphiquement des propriétés au modèle. Donc, par exemple, d'assigner graphiquement les appuis nodaux, les appuis linéiques, les appuis de barre, les longueurs efficaces, les charges. Donc, vous avez différentes propriétés qui pourront à présent être assignées graphiquement au modèle. Donc ça, vous avez accès à ce paramètre-là directement en faisant un clic droit sur un élément qui vous intéresse. Par exemple, ici, si je pars sur, je dois avoir des appuis surfaciques sur ce modèle, vous avez possibilité de faire un clic droit et de venir assigner graphiquement aux surfaces. Vous pouvez sélectionner la surface qui vous intéresse et venir assigner du coup l'appui surfacique au modèle. Okay. Là, je viens de changer, je vais juste masquer. Hop, et là, je viens de rajouter ici une zone d'appui. Donc vous avez cette fonctionnalité-là en passant par le navigateur via le clic droit appliqué graphiquement. Vous avez également les interfaces d'échange avec Autodesk pour Revit 2022. Là-dessus, les échanges sont bidirectionnels. Vous n'avez pas de transfert de fichiers à effectuer. C'est directement les logiciels qui échangent entre eux. Vous pouvez transférer les barres, les surfaces, les articulations, les appuis, les charges, les cas de charge. Vous avez aussi possibilité d'utiliser la fonction de mise à jour du modèle, ce qui permettra d'uniquement actualiser les éléments qui ont été modifiés au niveau des modèles. Donc là, les transferts, vous pourrez transférer un modèle de Revit vers RFEM et également de RFEM vers Revit. Dans les transferts, vous pouvez également exporter les résultats vers Revit. Au niveau des fonctionnalités, dans les modules et programmes et dans les programmes autonomes de Delubal, vous avez des nouvelles fonctionnalités au niveau de Airwin 2, notamment avec l'ajustement libre de la perméabilité au vent des surfaces. Vous pouvez au niveau de l'étude en soufflerie numérique définir un critère de surface plus ou moins poreuse pour pouvoir laisser passer les flux. Et du coup, là-dessus, vous pourrez donc notamment considérer des nouveaux types ou des nouveaux types d'éléments dans les études en soufflerie, avec par exemple des bâches sur échafaudage qui ont une certaine perméabilité à l'air et qui vont permettre de laisser passer des flux. Vous avez également possibilité aussi, pourquoi pas, de définir des rideaux anti-poussière qui vont laisser aussi passer une certaine quantité de flux de vent. Vous pouvez en fait aussi travailler sur tout type d'éléments maillés en définissant en fait les critères par rapport à cette perméabilité de surface, donc des grillages ou des surfaces maillées avec des perforations. Vous avez également dans Airwin la possibilité à présent d'éditer les raffinements de maillage. Donc vous pouvez visualiser, vous avez une visualisation graphique des aires de raffinement de maillage. Donc là-dessus, vous pourrez définir les zones. Vous avez aussi les zones de raffinement de maillage 3D qui seront possibles. Donc vous pouvez dans la soufflerie définir une zone 3D à mailler différemment par rapport au maillage global. Et vous avez aussi différentes options pour venir désactiver du maillage 3D standard et le remplacer par un maillage défini manuellement.
Vous avez aussi dans Airwind d'autres nouvelles fonctionnalités, comme l'application de facteurs de charge sur certaines zones, la possibilité de définir des nuages de points avec des suivis de particules. Vous pouvez ici, par exemple, définir plusieurs zones de nuages de points ou de passage de flux ou de particules et de visualiser du coup de suivre le déplacement des particules par rapport à ces différentes zones. Vous avez également un nouveau critère de convergence avec un nouveau type de résiduel avec les différences de force de traînée. Vous avez aussi des nouveaux objets auxiliaires. Vous pouvez aussi, dans Airwind, utiliser un modeler directement présent dans Airwind, donc là dans Airwind Pro, et modeler directement dans Airwind un modèle, une structure, pour directement faire l'étude de soufflerie via ce modèle modélisé. Plus obligé d'importer des données. Vous pouvez directement modéliser via Airwind. Donc pour ça, vous pourrez consulter également un webinaire qui a été réalisé par nos collègues ici en Allemagne sur cette partie-là. Au niveau de R-Section, on va aussi avoir des nouvelles fonctionnalités. Vous pouvez importer des fichiers DXF. Parmi ces nouvelles fonctionnalités sur les DXF, vous avez la fonctionnalité qui vous permet d'importer, par exemple, si vous avez les lignes d'un DXF qui correspondent à l'axe neutre de votre section, directement, vous pouvez lui dire que ces lignes, donc correspondant à l'axe neutre des éléments, et directement, quand vous importez votre DXF, R-Section va générer par rapport à ces lignes-là des éléments avec une épaisseur définie. Vous avez ici une partie analyse contrainte plastique unitaire qui est disponible dans la section et vous pouvez également créer et importer des blocs. Donc vous pouvez créer vos propres sections paramétriques et les sauvegarder dans les modèles blocs. Et vous pouvez aussi utiliser pour ces modèles paramétriques du JavaScript. Pour ça, vous pouvez également consulter le webinaire qui sera disponible via ce lien. Toujours en lien avec R-Section et les vérifications acier, vous avez au niveau de R-Section ou dans RFEM et RSTAB aussi, la possibilité de visualiser le mode de flambement au niveau des sections. Donc là-dessus, directement dans RFEM 6 ou RSTAB 9, au niveau des vérifications Eurocode 3, donc là-dessus, pour les sections de la bibliothèque ou les sections qui seraient créées et importées via R-Section. Et dans R-Section, vous avez cette possibilité-là d'afficher le mode de flambement pour les sections qui sont disponibles dans la bibliothèque. Donc ça, je peux rapidement vous le montrer. Ici, c'était sur les nœuds sur les barres. Quand vous allez dans les sections, on va pouvoir visualiser. Donc si je prends celle-ci, ici, je peux visualiser les modes de flambement sous charge unitaire à ce niveau-là. Okay, donc on a les différents affichages ici qui sont disponibles. Pour les vérifications acier, on a également intégré la possibilité de faire des vérifications pour les sections formées à froid selon Eurocode 3 partie 1.3 avec ici donc possibilité de faire des vérifications sur des sections qui sont de la bibliothèque de base de RFEM ou RTAB et aussi sur les sections formées à froid créées via R-Section qui seraient importées dans RFEM ou RTAB. Pour la partie vérification béton, on a également rajouté les fonctionnalités de ferraillage automatique au niveau des surfaces. Là-dessus, vous avez possibilité de définir des critères de variables avec, par exemple, les diamètres. Vous pouvez donner plusieurs diamètres au choix à tester pour l'optimisation. Vous avez aussi possibilité de définir des espacements et de le laisser en automatique sur la définition de l'espacement entre les barres d'armature. Vous pouvez définir des ordres de priorité par rapport aux variables. Donc là-dessus, vous avez ces options-là. On a également amélioré la partie édition de plusieurs barres. Donc là, on va pouvoir à présent éditer de façon simultanée les armatures sur plusieurs barres ou ensemble de barres au niveau du modèle. On a aussi ajouté des résultats graphiques détaillés. Donc là, pour l'affichage graphique des résultats dans l'interface, donc dans les résultats
de la fenêtre RFEM. Vous pouvez visualiser des nouveaux résultats. Et également, on a également ajouté tout ce qui est calcul de poinçonnement au niveau des radiers. Au niveau des modules pour la partie assemblage acier, vous avez à présent la possibilité de considérer les assemblages au niveau des sections creuses rectangulaires avec tout ce qui est assemblage soudé, les assemblages via différents composants comme des platines, des connexions, des assemblages via des connecteurs type boulon. Donc là-dessus, on a différentes possibilités possibles pour ces assemblages de sections creuses rectangulaires. Vous avez aussi des nouveaux composants avec les platines d'abou sur platine. Vous avez les soudure avec différents types de soudure possibles, les connecteurs avec ici plusieurs types de vous pouvez régler les boulons et définir la quantité de boulons, leur position. Vous pouvez aussi, quand vous créez vos assemblages, copier plusieurs composants de vos assemblages, donc copier une ligne ou plusieurs composants directement de l'assemblage. Pour la partie bois, on a pour la partie bois, vous avez maintenant la possibilité de traiter tout ce qui est calcul de panneaux CLT via aussi le module surface multicouche. Donc là ici, via ce module surface multicouche, vous allez pouvoir définir la composition de vos panneaux. Vous avez différentes références de propriétés de matériaux en fonction de fabricants qui sont déjà disponibles. Vous aurez aussi par la suite les bibliothèques de panneaux de fabricants qui seront ajoutés. Au niveau de la vérification, vous pourrez donc effectuer des vérifications ELU, ELS, vérifier la protection au feu et donc travailler sur des panneaux pour des panneaux de plancher, des murs, pour des poutres de grande hauteur. Vous aurez différents types d'utilités là-dessus. Vous pourrez traiter les points de singularité et là-dessus, vous avez une grosse amélioration par rapport au calcul, au temps de calcul en comparaison à ce que vous aviez avec RF Laminate et également par rapport à l'exploitation des résultats graphiques dans RFEM où là-dessus, on a amélioré les rendus graphiques. Donc là-dessus, vous avez possibilité de consulter ce webinaire, donc là, qui a été réalisé par nos collègues en Allemagne, en anglais, mais on aura prochainement un autre webinaire sur la partie CLT. Vous avez également, toujours en lien avec les modules, des fonctionnalités améliorées sur la définition pour l'analyse des flèches, où là on va pouvoir définir donc les appuis au niveau de nos barres. Et là-dessus, automatiquement, par rapport aux conditions d'appui, vous allez avoir les différents segments, les différentes portées ou travées de poutres qui seront considérées, qui permettront en fonction des appuis de définir si vous êtes sur si vous avez des appuis de chaque côté, donc sur une poutre sur deux appuis, si vous avez des appuis que d'un côté, donc sur une poutre en porte-à-faux, et également les longueurs de travée seront automatiquement gérées par rapport aux appuis définis sur Z et Y au niveau des barres. Donc là-dessus, ça va fonctionner aussi avec les modules de vérification, module de vérification bois, béton, acier. Aussi pour le bois, vous avez des critères par rapport aux appuis qui seront considérés pour la compression transversale par rapport aux fibres. La compression perpendiculaire aux fibres. Et par rapport à d'autres fonctionnalités qui sont en cours de développement, donc on a plusieurs fonctionnalités, notamment la partie interface d'échange avec Revit 2023. Alors normalement, il y a une nouvelle version qui est sortie cette semaine et j'ai vu que normalement elle devrait être déjà disponible. Donc si c'est pas dans celle-ci, ce sera dans celle de la semaine prochaine. La partie Revit 2023 qui est déjà achevée. Vous avez également en cours de développement les mêmes principes d'échange qu'avec Revit, mais avec Tekla Structure. Vous avez aussi des fonctionnalités qui sont en développement avec par exemple les transferts de charge. C'est par exemple, vous avez plusieurs modèles que vous choisissez de dissocier. Dans un premier modèle, vous faites une structure, vous définissez des appuis et vous souhaitez que ces forces d'appui soient retransférées sur un second modèle. Donc là-dessus, il y aura ces fonctionnalités de transfert de charge par rapport aux forces d'appui qui est en cours de développement. Vous avez également la partie modèle de bâtiment ici avec la fonction transfert de charge pour pouvoir
en fait considérer, isoler des éléments et voir, par exemple sur des planchers, le transfert des charges qui se passe sur un plancher, sur des voiles, afin d'isoler les éléments d'un modèle et voir le transfert directement sur ces éléments-là, des charges du modèle global sur ces éléments-là. On a également au niveau des modules l'analyse temporelle pour les accélérogrammes qui est en cours de développement, l'analyse pushover également. Vous allez également aussi, quelque chose auquel on travaille, c'est le traitement en cloud, c'est-à-dire pour des modèles assez conséquents, pouvoir lancer les calculs sur un serveur en cloud directement. Vous avez également une fonctionnalité qui a été demandée, c'est par exemple la considération des quantités de précipitation. Ça peut être utile pour les structures type membrane, pour avoir les charges d'eau sur nos toitures, sur nos toiles, et puis avoir aussi du coup les charges par rapport aux poches d'eau, ou sur des toitures terrasses, rajouter des charges par rapport aux précipitations. Pour la partie béton, tout ce qui est analyse non linéaire du béton, le calcul de résistance au feu du béton, et également on travaille aussi sur l'intégration des calculs de fondation à ce niveau-là. On a aussi le module vitrage qui est en cours de développement pour pouvoir créer vos propres vitrages, composition de vitrage. Sur la partie module assemblage acier, on a vu qu'on a rajouté les sections creuses rectangulaires, et à présent ce sont les sections creuses circulaires qui sont en cours de développement pour pouvoir être ajoutées prochainement. Vous avez également la fonction pour toujours les toiles tendues de détermination des patrons de coupe pour pouvoir faire après les coupes et mise à plat des patrons de coupe pour les toiles. Et donc là-dessus, c'est en développement. Vous avez aussi dans les fonctionnalités de RFM6 de base, par exemple, la possibilité de définir des lignes directrices qui pourront être utiles, par exemple, pour aider à la construction ou pour la documentation aussi des modèles. Donc là-dessus, on a toute une série de fonctionnalités qui sont en cours de développement. Et pour pouvoir avoir plus d'informations sur ce qui est actuellement en préparation, vous pouvez vous rendre sur votre compte d'Elubal en ligne. Et ici, vous aurez différentes informations. Donc sur votre compte, vous avez les informations par rapport aux actualités, ici, mais vous avez aussi une zone dédiée à la partie développement dans laquelle vous trouverez donc les fonctionnalités qui viennent d'être implémentées, les fonctionnalités qui sont ouvertes, qui sont en cours de développement. Vous pouvez également passer par là pour soumettre vos propositions de développement s'il y a des requêtes spécifiques par rapport à des besoins ou des demandes spécifiques, vous pouvez directement les soumettre via votre compte d'Elubal. Voilà à ce niveau-là. Donc ce sera tout par rapport à ces fonctionnalités. Je vous invite à suivre ces actualités sur vos comptes et les nouveautés sur vos comptes pour pouvoir rester informé sur ces nouvelles fonctionnalités. Également, sur notre site, vous allez retrouver une série de services en ligne gratuits avec notamment la partie GeoZone Tool. Donc, ça vous permet d'accéder à des cartes pour avoir les informations sur les zones de neige, de vent, de sismicité par rapport à l'adresse de votre projet. Donc, vous pourrez directement renseigner ici la localisation de votre projet et avoir les informations. Donc, pour cela, hop, dans les solutions, zone séisme et de vent. Et là, vous pourrez directement renseigner votre adresse et retrouver les informations par rapport à la partie vent, zone de sismicité et ainsi de suite. Vous avez aussi accès sur le site de Delubal Software à des bibliothèques de sections avec ici pour avoir accès aux propriétés de ces sections si besoin. Vous avez aussi accès à la base de connaissances, donc là plusieurs articles de technique, également plusieurs articles de la FAQ qui sont disponibles, qui peuvent vous apporter des informations sur des thématiques spécifiques ou peut-être via la FAQ à des questions que vous pouvez vous poser. Vous avez aussi accès à des modèles qui sont téléchargeables
Donc là-dessus, vous retrouvez notamment tous les modèles des webinaires qui seront disponibles et que vous pouvez télécharger directement sur le site de Delubal. Donc là, ici, dans la partie télécharger et information, téléchargement et information, modèle de calcul de structure à télécharger. Et là, vous retrouverez plusieurs modèles qui sont disponibles au téléchargement. Ça vous permet également de voir comment sont modélisées les structures, éventuellement certains réglages qui ont été effectués au niveau des modèles. Vous avez également sur notre chaîne YouTube ou également sur notre site internet accès à plusieurs vidéos, les vidéos de nos webinaires ainsi que d'autres vidéos tutoriels qui sont disponibles. Donc, je vous invite également à les consulter, ça vous permet d'avoir des informations et éventuellement de vous former sur certaines fonctionnalités ou de vous tenir informé sur l'utilisation des logiciels de Delubal Software. Vous avez également accès sur le site à la boutique en ligne, si besoin, et vous trouverez également sur le site le formulaire pour pouvoir faire une demande de version d'essai, sachant que vous avez une version d'essai de 90 jours qui est disponible si vous ne l'avez pas déjà demandé. Donc pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous inscrire également à notre newsletter qui est disponible directement sur la page principale du site de Delubal Software au niveau du formulaire, ici. Vous pouvez directement vous y inscrire ici. Vous avez également les vidéos des webinaires qui sont importantes. Donc là, vous pourrez les consulter. S'il y a des questions ou besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter directement par téléphone au numéro indiqué ici ou bien directement par mail à info@delubal.fr et on pourra soit vous recontacter, soit vous répondre directement par mail. Donc, je vous remercie pour votre participation et je vous dis à bientôt.